c'est vrai qu'en général, les employeurs ne sont pas notre public, effectivement, vers lequel nous faisons régulièrement des communications. Mais c'est vrai que Christine a indiqué que ça pouvait répondre à certaines de vos attentes par rapport à cette présentation. Donc, c'est une première, elle sera peut-être trop ou pas assez complète, vous nous direz, mais le but était de vous donner quand même une idée assez large de ce qu'était la prestation invalidité et quels étaient les impacts que ça pouvait avoir auprès des assurés et notamment de vos salariés. Donc, ce petit point, voilà, on commence par des choses qui sont un petit peu basiques. Alors, la pension d'invalidité. Pourquoi une pension d'invalidité déjà? Tout simplement, les assurés qui bénéficient d'une pension d'invalidité sont des assurés pour lesquels il y a eu des cotisations, voilà, puisque c'est un avantage contributif. C'est-à-dire que ce sont des assurés qui ont travaillé et qui s'ouvrent des droits au versement d'une pension d'invalidité. Vous avez peut-être eu dans le cadre de vos relations RH des questions, pourquoi l'invalidité, pourquoi pas l'allocation adulte handicapé? Et bien cette réponse, c'est celle-ci. Vos salariés ont cotisé, donc ils ont droit, ils s'ouvrent potentiellement droit au versement d'une pension d'invalidité. Cette pension, elle est versée puisqu'il est nécessaire, et elle vient d'une décision du médecin conseil, de compenser une réduction de la capacité de gain et de travail. Donc ça, c'est une évaluation qui est réalisée par le médecin conseil. On y reviendra un petit peu plus tard. Ce qui est important également de dire, c'est que c'est un avantage qui est attribué à titre temporaire. Alors temporaire, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est fonction de l'état de santé de l'assuré, qui peut potentiellement s'aggraver dans le moins bon cas et qui peut potentiellement s'améliorer en fonction de la pathologie qui l'a mené à percevoir une pension d'invalidité. Et pour conclure effectivement un peu ça, ce sont des assurés qui vont répondre à un droit médical et à un droit administratif. Ça, on pourra également vous le détailler un petit peu plus tard. Au niveau de la slide suivante, effectivement, on vous parle des conditions d'attribution. Donc, je vous le disais, il y a des conditions médicales. C'est qu'à un moment, cet assuré il va être vu par un médecin conseil qui va considérer que cet assuré a une réduction de sa capacité de gain et de travail d'au moins 2/3. Donc, c'est un avis médical qui est rendu. Après, il y aura le choix de la catégorie dans laquelle il sera placé. Mais voilà, initialement, ça vient de ça, c'est un avis médical. Et cet avis médical étant rendu, il n'est pas suffisant pour qu'on puisse verser une pension d'invalidité à l'assuré. Donc, il va falloir qu'il réponde à certains critères administratifs. Notamment, je vous les passe peut-être pas tous, mais en tout cas les plus importants. Il faut qu'il ait moins de 62 ans, donc moins que l'âge légal de départ à la retraite. Il faut qu'il réponde à un certain critère par rapport à son immatriculation et surtout, j'en reviens à ce que je disais précédemment par rapport au fait que c'est un avantage contributif. Il faut qu'il ait au moins réalisé 600 heures de travail dans les 12 mois qui précèdent le passage en invalidité. Après, il y a des situations, effectivement, il faut qu'ils soient en situation régulière, donc sur le territoire français, et potentiellement, s'il relève de la LGEN, on est habilité à traiter son dossier. Ça, c'est vraiment les deux critères qu'il va devoir remplir pour pouvoir bénéficier du versement de sa pension. Donc, la demande de pension d'invalidité, en fait, il faut garder à l'esprit qu'elle peut intervenir de deux façons. Alors, soit elle peut se faire via une demande directe, soit sur un avis médical du médecin conseil. Potentiellement, dans vos équipes, dans vos entreprises, vous avez des gens qui sont salariés, qui ont une activité donc salariée et qui ne sont pas en arrêt de travail. Ils peuvent néanmoins formuler une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire. Pour ce faire, ils vont compléter un formulaire, un CERFA de demande de pension d'invalidité qu'ils nous transmettront. Donc, ne soyez pas surpris si effectivement vous avez des assurés qui un jour vous font part d'un accord pour une pension d'invalidité, alors même qu'il n'était pas suivi dans le cadre d'un arrêt de travail par le médecin conseil. Donc ça, c'est la première possibilité, en sachant quand même qu'il faut noter que pour pouvoir formuler une demande directe auprès de la caisse primaire, il ne faut pas être en indemnité journalière, c'est-à-dire que cette demande ne peut pas être à l'initiative de l'assuré si l'assuré est suivi dans le cadre d'une maladie par le médecin conseil. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où on va constater que cet assuré est en indemnité journalière, nous, on lui notifiera une non-recevabilité, puisqu'effectivement, cette demande à l'initiative de l'assuré ne sera pas recevable. Vous avez ensuite un second cas. Ça va être le cas d'un assuré qui est en indemnité journalière, donc qui est suivi par l'échelon local du service médical, et pour lequel, à un moment donné, le médecin conseil va décider d'un passage en invalidité. Donc, ça peut éventuellement se faire
soit en cours d'indemnisation. Là, le médecin conseil va considérer qu'il est stabilisé, c'est-à-dire que sa pathologie étant stabilisée, entre guillemets, il n'y a plus d'intérêt de continuer à verser des indemnités journalières, donc on va lui verser une pension d'invalidité. Et ça peut également arriver à forclusion, c'est-à-dire qu'il y a un certain délai, un délai de 3 ans durant lequel l'assuré est indemnisé, et arrivé à cette date, effectivement, on va le passer en invalidité. Dans les deux cas, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, il y a une décision, que ce soit la demande directe ou que ce soit l'avis du médecin conseil, ça n'empêche pas quand même que l'assuré devra répondre aux critères administratifs qu'on a évoqués précédemment. Ça, c'est important puisque vraiment, c'est bien fondé sur deux choses, hein, une partie médicale et une partie administrative. Une fois que l'assuré remplit toutes les conditions et que son dossier est liquidé, nous, ce qu'on va faire, c'est lui adresser un titre de pension, une notification, ce qui permettra à l'assuré de justifier de sa situation auprès d'employeurs, auprès de certaines administrations, auprès de banques, auprès d'assurances. Mais vraiment, ce sont les documents clés par rapport à ce changement de statut. Il est important également de préciser qu'on ne délivrera pas de duplicata parce que c'est comme tous les documents officiels, ils doivent impérativement les conserver. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. En liquide d'une pension, on envoie un titre de pension, il y a un avis favorable. Dans certains cas, on peut notifier un refus qui sera soit un refus administratif, si par exemple l'assuré n'est pas en situation régulière, si l'assuré n'a pas fait suffisamment d'heures, si l'assuré, ça va être les cas les plus courants, ou alors on peut notifier un refus médical, c'est-à-dire que l'assuré a formulé une demande de pension d'invalidité, il répondait aux critères administratifs qu'on a bien reçus. Par contre, le contrôle médical, lui, ne constate pas la réduction des 2/3 de la capacité de bien et de travail. Dans ce cas-là, le contrôle médical nous fait un retour et nous allons notifier un refus médical. Vous pourrez voir sur le PowerPoint qu'en fonction du refus qui va être notifié, administratif ou médical, l'assuré a la possibilité de formuler un recours, donc par l'envoi d'un courrier dans les 2 mois qui suivent la réception de cette notification. C'est important. Là également, vous pouvez peut-être être sollicité par votre employé sur les démarches à suivre. Quelle que soit la réponse, favorable, défavorable, une notification est adressée et pour les défavorables, les voies de recours seront également notifiées sur la notification. Ce qu'on envoie également, c'est une attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus récent puisque jusqu'à présent, on orientait plutôt les assurés vers la MDPH. De mémoire, ça doit remonter à 2020, cette préconisation. Donc, on envoie, alors pas dans le même temps que la notification ou le titre de pension, en général, ça arrive à N+1, mais on envoie une attestation qui permet de justifier de sa situation, de son statut auprès de l'employeur. Cette attestation, elle est valable 5 ans et dans le cas d'un renouvellement, l'assuré peut en faire la demande auprès de la caisse primaire qui lui délivrera sans souci un duplicata. La pension d'invalidité, quel montant? Alors, le montant, effectivement, vous pouvez là aussi être sollicité par vos salariés. En fait, quand on va ouvrir une pension d'invalidité, nous, on va solliciter les services de la CARSAT, de la caisse de retraite, qui vont nous adresser de façon dématérialisée le relevé de retraite de votre salarié. À réception de ce relevé de carrière, les 10 meilleures années vont être extraites et ça va nous permettre de calculer un salaire annuel moyen de base. C'est ce qui servira de base au calcul de la pension d'invalidité. Après cette pension d'invalidité, effectivement, son montant va varier en fonction de la décision qui sera prise par le médecin conseil de le positionner sur une catégorie 1, 2 ou 3. Là, ce que vous allez pouvoir lire sur le PowerPoint, c'est une définition qu'on pourrait dire médicale. C'est une définition qui permet au médecin conseil de se positionner sur la catégorie qu'il va choisir. S'il considère que l'assuré qu'il a devant lui est potentiellement en capacité de mener, malgré cette pension d'invalidité, une activité salariée, il va le positionner en catégorie 1. Dans ce cas-là, l'assurance maladie, au moment de la liquidation du dossier, va payer 30% du salaire annuel moyen de base. Ça, c'est le premier cas. Vous avez un second cas où le médecin conseil va considérer que l'assuré ne sera pas en capacité de reprendre une activité salariée. C'est un jugement du médecin conseil. Hein. Je reviendrai après sur la possibilité de travailler ou pas. Dans ce cas-là, au moment de la liquidation,
l'assurance maladie va verser 50% du salaire annuel moyen de base. Et il existe une catégorie 3 où le montant de la pension est le même, c'est-à-dire on va verser 50% du salaire annuel de base, mais à ça, on va rajouter une indemnité forfaitaire puisqu'on va considérer que ces assurés pour lesquels il y a un positionnement en catégorie 3 sont des assurés qui ne sont pas en capacité de se débrouiller sur les actes de la vie courante. Je vous passe les détails, mais ça peut aller de la toilette au repas, enfin des choses vraiment de la vie courante. Ça, je vous disais qu'effectivement, cette définition-là permet aux médecins conseils de positionner. Pour autant, dans vos entreprises, vous pouvez avoir des assurés qui sont à un moment positionnés en catégorie 2 et qui pourront quand même travailler si effectivement l'activité qu'ils occupent est compatible avec cette pathologie et ce positionnement. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que nous, en aucun cas, assurance maladie, on est habilité à se positionner, à dire à un assuré, non, vous pouvez travailler ou non, vous ne pouvez pas travailler. Nous, effectivement, en tant que service administratif, on va faire en sorte que la décision du médecin conseil soit appliquée, qu'on puisse la notifier à l'assuré, mais on n'interviendra en aucun cas sur ni le choix de la catégorie, ni sur la possibilité de l'assuré d'avoir cette activité salariée ou pas au sein de son entreprise. Voilà pour le mode de calcul. Sur la slide suivante, on voulait vous faire un petit point sur le versement de la pension. Là également, en tant que RH, vous êtes peut-être amené à rencontrer ce type de situation d'un assuré qui va vous poser la question sur le versement ou pas d'une pension. Sachez que la pension, elle est versée une fois par mois. Donc, grosso modo, elle est versée entre le 2 et le 4 de chaque mois. À partir du moment où une pension n'est pas réglée, parce que par exemple elle est suspendue puisque l'assuré n'a pas répondu à la nécessité de renvoi du questionnaire de ressources, on ne peut pas déclencher un paiement en cours de mois. La seule chose qu'on pourra déclencher, c'est éventuellement un acompte, mais qui ne représentera pas la totalité du gain que l'assuré attend. Par exemple, votre salarié doit avoir le règlement de la pension d'invalidité début novembre. Il ne l'a pas eu parce qu'il n'a pas renvoyé les questionnaires de ressources. Dans certains cas, effectivement, il peut demander à l'assurance maladie de réaliser un acompte, mais ça ne sera que 80% de la somme due et le reliquat ne sera versé que lors du paiement suivant. Donc, le reliquat de 20% sera versé au mois de décembre avec la pension de novembre, en sachant qu'en novembre, on règle la pension d'octobre. En plus, c'est réglé à terme échu. Cette pension, elle est revalorisée tous les ans sans que l'assuré ait à en faire la demande. Donc, ça se fait automatiquement. Il y a un décret qui paraît et l'application se fait automatiquement. Là où éventuellement vous pouvez être sollicité, c'est qu'en général, le montant des revalorisations sont applicables au 1er avril. Concrètement, dans le fait, au niveau des services de l'assurance maladie, le temps que les logiciels soient mis à jour, il est possible que la revalorisation soit effective sur le dossier de votre salarié entre août et septembre. Voilà, des fois, il y a un décalage qui est de ces temps. La situation fiscale de l'assuré, eh bien, comme pour son revenu, le revenu que vous lui versez mensuellement, il est assujetti à la CGSS, à la CSG, pas la CGSS, pardon. CSG, CRDS et CASA, le prélèvement se fait automatiquement. Alors, les exonérations, il y a eu quelques changements ces dernières années. Effectivement, jusqu'à présent, on leur demandait tous les ans de nous fournir l'avis d'imposition pour déterminer le taux d'exonération, à savoir une exonération totale, partielle, pas d'exonération du tout. Enfin, il y a 4 types d'exonération. Depuis l'année dernière, ça se fait automatiquement pour la quasi-totalité des bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Dans certains cas, effectivement, sur un reliquat d'un certain nombre d'assurés, on peut être amené à demander les justificatifs, mais voilà, pour vraiment la majeure partie des salariés que vous aurez, on le fera automatiquement. Après la situation fiscale, il nous semblait, oui, ça c'est un complément par rapport aux impôts, oui, que c'est imposable, ça je vous l'ai dit, que c'est à déclarer annuellement aux impôts, ça je ne vous l'ai pas dit. Et en ce qui concerne le prélèvement à la source, c'est fait automatiquement. Comme pour les revenus salariés, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2019.
La pension d'invalidité, jusqu'à quand? Alors, du coup, on l'a brièvement abordé en présentation. Jusqu'à quand? Je vous l'ai dit, c'est quelque chose, c'est une prestation qui est temporaire. Elle est temporaire puisqu'on l'a dit, elle est fonction de l'état de santé, mais elle est également fonction des ressources. Et là, c'est peut-être le volet qui va être le plus parlant pour vous. Alors, si on commence par le premier volet par rapport aux ressources, effectivement, le but d'une pension d'invalidité, si on schématise, c'est qu'à un moment, on constate qu'il y a une réduction de la capacité de gain et de travail. À partir du moment où on a fait ce constat, c'est que potentiellement, pour pouvoir continuer à travailler, l'assuré va demander à réduire son temps de travail. Le législateur, quand il a pensé à la pension d'invalidité, c'était de se dire, voilà, il faut qu'on permette à un assuré de conserver une activité professionnelle qui va socialement lui permettre aussi d'être bien et de poursuivre sur la lancée qui est la sienne, mais on ne veut pas non plus le pénaliser financièrement. Donc, quand le législateur a pensé à cette pension d'invalidité, c'était de permettre à l'assurance maladie de compenser la perte de ressources qui serait l'incidence de la réduction du temps de travail. Donc, le but, c'est de permettre à un assuré de réduire son temps de travail, de compenser financièrement. Et là, si je schématise, ce n'est pas de verser un complément de ressources alors même que l'assuré ne réduirait pas son temps de travail. Donc, en fonction des ressources que l'assuré va nous déclarer, on va pouvoir être amené dans certains cas à réviser, suspendre sa pension d'invalidité. Donc ça, c'est pour le motif financier. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis après, il y a ce qu'on a abordé qui est le motif médical, à savoir que si l'état de santé de l'assuré s'aggrave, le médecin conseil qui s'était positionné initialement sur une catégorie 1 peut décider de le passer sur une catégorie 2. Et un assuré qui était sur une catégorie 1 et qui effectivement recouvre sa capacité de gain et de travail parce que sa pathologie était évolutive et parce que ça va dans le bon sens et parfois ça arrive, dans ce cas-là, le médecin conseil peut décider de supprimer la pension d'invalidité. Donc, vous voyez que grosso modo, par rapport à cet assuré, ce qui va être important, ce qui va avoir une incidence sur le versement de sa pension d'invalidité, ça va être le volet financier et le volet médical. En ce qui concerne le volet financier, c'est ce que je vous disais, donc ce qui va nous permettre de verser la pension d'invalidité et de savoir si on va lui verser en totalité, c'est qu'à un moment de la vie de sa pension, on va calculer un salaire trimestriel moyen de comparaison. Alors, schématiquement, un salaire trimestriel moyen de comparaison, c'est quoi? Ça va être une photographie, tout simplement, de ce qu'était son activité salariée avant son passage en invalidité. Donc, en général, on remonte à l'année qui précède la pension d'invalidité, en sachant qu'il faut que ce soit quand même représentatif. Donc, un assuré qui aurait eu une activité trop discontinue ou trop de maladies, on ne va pas prendre cette année, on va chercher vraiment une année qui soit représentative. Le but n'étant pas ni de favoriser, ni de pénaliser l'assuré. Donc, c'est vraiment faire une photographie de ce qu'était sa vie professionnelle avant ce passage en invalidité. Et une fois qu'on a fait cette photographie, c'est cette photographie qui va nous permettre de dire est-ce qu'on lui paye sa pension en totalité ou alors est-ce qu'on lui réduit du fait de ses ressources. Alors comme ça peut paraître un petit peu barbare, mais c'est vraiment ce qui va nous permettre de verser la pension d'invalidité. Vous, de votre côté, effectivement, vous allez avoir affaire à un certain nombre de salariés qui, à un moment, vont vous dire, voilà, je suis passé en invalidité, je souhaite poursuivre, si c'est possible, mon activité salariée, mais je souhaite aussi réduire mon temps de travail. Donc, l'entendre, effectivement, puisque du fait de sa pathologie, le maintien à temps plein n'est pas toujours possible, avec la meilleure volonté de l'employeur et le maximum d'adaptabilité au niveau du poste de travail, des fois, ce n'est pas possible. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'assuré va nous solliciter pour le calcul de ce salaire trimestriel moyen de comparaison. Et à ce moment-là, il va revenir vers vous, va vous présenter un salaire qu'il ne devra pas dépasser. Ça va avancer. Ce salaire à ne pas dépasser, alors, pourquoi faire simple parfois quand on peut faire compliqué? Vous allez peut-être me dire, il est basé effectivement sur plusieurs chiffres. Donc, nous, on va calculer ce salaire trimestriel moyen de comparaison. En fait, pour verser une pension d'invalidité à l'assuré, on va regarder les 2 trimestres qui précèdent le versement de la pension d'invalidité. Et on ne réduira la pension ou on ne la supprimera que si nous constatons 2 dépassements consécutifs sur les 2 trimestres qui précèdent le versement de la pension d'invalidité. En sachant
que sur le salaire trimestre moyen de comparaison, ce qui est à ne pas dépasser, nous prendrons en compte, donc comme c'est au trimestre, à chaque fois on prend les 3 mois, donc une fois 3 mois, une fois 3 mois. Donc le cumul entre le gain brut du salarié et la pension brute théorique ne devra pas dépasser le calcul du salaire trimestre de comparaison. Alors, on a essayé de faire un petit tableau parce que, dit comme ça, je peux comprendre que ce ne soit pas forcément limpide. Donc là, on vous a mis un tableau où, par exemple, l'assuré, il ne va pas avoir de pension réduite. Dans le cas de notre assuré-là, je cherche à lui payer la pension de décembre 2021. Donc, pour lui payer la pension de décembre 2021, on a dit tout à l'heure, je regarde les 2 trimestres qui précèdent. Donc, je vais faire un calcul plutôt simple sur ce qui s'est passé en juin, juillet, août et en septembre, octobre, novembre. Qu'est-ce que je vais voir sur ces périodes? Je vois qu'il a un montant théorique de pension de 1 500 € brut. Et j'insiste parce que c'est toujours du brut. Donc, 1 500 € brut, vous nous excuserez, on a pris des choses, des montants plutôt simples. Ça veut dire que mensuellement, il a une pension de 500 € brut. Sur le cumul de ses ressources brutes, donc potentiellement activité salariée, je vois qu'en juin, juillet, août, il a 3 600 € brut et en septembre, octobre, novembre, il a 2 700 € brut. Je vais donc faire le cumul entre ma pension théorique et mon montant de ressources. Donc, je vois que sur le premier trimestre, il est à 5 100 € de ressources et sur le second trimestre de cumul, il est à 4 200. Je vois bien que sur les 2 trimestres-là qui me servent de comparaison, je suis en deçà des 5 400 € que j'ai calculés. Je ne voulais pas préciser, mais pour cet assuré-là, son salaire trimestriel moyen de comparaison est de 5 400 €. Pour mon assuré-là, tout va bien. Il a suffisamment réduit son temps de travail pour ne pas avoir d'impact sur le règlement de sa pension d'invalidité. Ça, c'est le cas le plus simple. On vous a mis un second cas sur la slide suivante, où là, toujours pareil, mon assuré a un STMC à 5 400 €. C'est toujours la même période, on a essayé de faire simple. Donc, je veux lui régler la mensualité de décembre. Donc, je vais regarder juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il a toujours 500 € de pension brute. Donc, au trimestre, on est bien d'accord, puisqu'on calcule toujours au trimestre, je suis à 1 500 €. Par contre, il a des ressources un petit peu plus importantes que mon assuré précédent, puisqu'au montant total des ressources, sur les trimestres, il est à 4 200 €. Donc, si je fais le cumul entre le montant de ma pension théorique et le montant de mes ressources, il arrive à 5 700 €. Dans les 2 cas, je constate donc un dépassement de ressources sur les 2 trimestres qui précèdent le règlement de ma pension. Et tous mes 2 totaux sont bien supérieurs à 5 400 €. Donc, dans ce cas-là, je vais être amenée à réduire le versement de la pension d'invalidité de l'assuré. En fait, je vais réduire d'autant de dépassement. Donc, vous, quand vous allez être confronté quand vous allez avoir la question auprès de vos salariés, en fait, c'est un peu aussi la décision du salarié. Il peut, en conscience, effectivement, maintenir une activité salariée qui aura un impact sur sa pension. Ça, c'est un choix. Et je dirais que chaque situation est différente en fonction de chaque salarié, puisque vous allez avoir tous des salariés différents, dans des entreprises différentes, sur des emplois différents, et avec une situation familiale, financière, sociale différente. Donc, je dirais que là aussi, c'est un peu c'est au salarié, il va se positionner à dire voilà, moi je me sens bien, je sens qu'effectivement si j'augmente mon temps de travail, je suis en capacité de le faire, si l'employeur est d'accord, ça va de soi, et je sais en conscience que je vais avoir une réduction sur ma pension d'invalidité. Mais là encore, si vous avez deux salariés, les deux vont avoir effectivement un ressenti différent, une demande différente, des attentes différentes. Et ça, je dirais que c'est ce qui est le plus compliqué parce que c'est vraiment du cas par cas en fonction du salarié que vous aurez devant vous. Je vais passer à la suivante. Il y a également, dans le cadre, et ce qu'il faut également évoquer, parce que peut-être que vous serez amené à rencontrer ce type de situation, des salariés qui vont souhaiter poursuivre une activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Donc, on l'a dit tout à l'heure, cette pension, elle est versée à titre temporaire. Potentiellement, et je dis bien potentiellement puisqu'il faut qu'elle réponde à tous les critères, elle peut être versée par l'assurance maladie jusqu'à 62 ans, qui est pour l'instant l'âge légal de départ à la retraite, qui évoluera ou pas dans les mois à venir. Dans ce cas-là, ce qui est demandé aux salariés, s'il souhaite arrêter son activité à 62 ans, c'est 6 mois avant la date de passage à la retraite de contacter les services de la CARSAT et de faire liquider ses droits à la retraite, puisque
la suppression de la pension d'invalidité est automatique lorsqu'il a atteint les 62 ans. Pour autant, la liquidation du dossier retraite n'est pas automatique. Ça nécessitera que l'assuré ait fait des démarches en amont, contacté la CARSAT, qu'il ait complété plus ou moins en fonction des pièces à un dossier, mais dans tous les cas, ça ne se fera pas automatiquement. Si l'assuré souhaite poursuivre une activité au-delà des 62 ans, et ça c'est également possible, donc il y a une mesure dérogatoire, c'est l'article 67 de la loi de financement de sécurité sociale de 2010, elle permet à un assuré de poursuivre une activité salariée. Au-delà de 62 ans, il peut aller jusqu'à 5 ans, donc ça l'amènera jusqu'à 67 ans. Il y a des petites mesures dérogatoires en fonction puisque l'âge de départ à la retraite a varié en fonction des années et en fonction des différents mandats qui ont pu se succéder, donc elle a évolué. Mais voilà, aujourd'hui, c'est 62 ans, donc il pourra aller jusqu'à 67 ans. Donc, vous pourrez conserver un salarié dans vos effectifs jusqu'à 67 ans. Pour le versant invalidité, là également, si vous êtes sollicité, c'est important de rajouter que dans ce cas-là, nous interrogerons mensuellement l'assuré sur les ressources qu'il a à déclarer. Puisqu'étant donné qu'il est dans le cadre d'une mesure dérogatoire, tous les mois, nous devrons nous assurer qu'il est toujours salarié et qu'il peut bien bénéficier du maintien de ce dispositif. Donc, de votre côté, c'est tout à fait réalisable. De notre côté, effectivement, il y a une interrogation mensuelle qui peut paraître un petit peu fastidieuse pour le salarié que vous aurez, mais qui est nécessaire puisque c'est une mesure dérogatoire et comme toute mesure dérogatoire, il y a une règle qui peut être différente, qui est différente du droit commun. Sur la slide suivante, on évoque le cas particulier des assurés privés d'emploi à l'âge légal de départ à la retraite. Bon, alors là, du coup, c'est peut-être moins représentatif pour vous, puisqu'en fait, ce sont des assurés qui sont au Pôle emploi et qui vont demander à bénéficier de cette mesure dérogatoire. Donc là, il y a la nécessité de pouvoir justifier d'une indemnisation au Pôle emploi, mais également de 6 mois d'activité avérée dans les 6 mois qui précèdent le versement de la pension d'invalidité. Mais c'est vrai que ça, on l'a laissé, mais c'est peut-être moins représentatif pour vous. Sur la slide suivante, voilà, là, on a essayé de vous donner le maximum de clés dont vous pourriez avoir besoin dans vos relations avec vos assurés qui bénéficient de cette pension. On a souhaité également vous partager avec vous une prestation qui existe également et qui est en lien avec la pension d'invalidité. Est-ce que ce sera opportun ou pas? Vous nous direz de le laisser ou pas. Certains de vos salariés donc, ont une activité salariée, ont une pension d'invalidité et en fonction de leurs ressources, l'assurance maladie peut être amenée à leur verser une prestation supplémentaire qui s'appelle l'allocation supplémentaire invalidité. Elle est versée, donc, en plus de la pension d'invalidité, elle est fonction des ressources. Et ce qui est particulier dans cette prestation, c'est qu'en fait, pour la verser, on va prendre toutes les ressources. Alors, les ressources du foyer, c'est-à-dire que votre salarié, vous avez monsieur qui travaille chez vous, s'il a une conjointe, on prendra les ressources de la conjointe. S'il dispose de comptes rémunérateurs type livret A, assurance vie, eh ben, on sera amené à lui demander ses comptes rémunérateurs pour pouvoir faire l'instruction de cette pension de cette allocation supplémentaire invalidité. En quoi ça peut avoir une incidence pour vous? Alors, je vous le dis à titre informatif, c'est que ces ressources qui sont déclarées par l'assuré à l'assurance maladie, pour un certain nombre d'entre elles peuvent bénéficier d'un abattement. C'est-à-dire que nous, on va grosso modo les neutraliser, ce qui permet aussi à l'assuré de poursuivre son activité salariée et de quand même avoir le bénéfice de l'allocation supplémentaire invalidité. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on reprend sur la slide suivante. Non, voilà, grosso modo, c'était ça. Donc, à retenir un abattement sur une partie des ressources qui sont déclarées par l'assuré. Donc, on va remercier Stéphanie pour cette présentation très riche, je dirais, sur l'invalidité et tout ce qui en découle. Maintenant, est-ce que vous avez des questions avant qu'elle nous laisse pour aller faire autre chose? Je veux dire, voilà, est-ce que vous avez des questions à lui poser sur tout ce qui concerne l'invalidité? Oui, bonjour. Karine Louette, société d'AR Aerospace.
J'avais une petite question par rapport aux notifications d'invalidité qui sont faites aux salariés. Alors, en tout cas, nous, sur les salariés qui sont impactés chez nous, ils ont souvent des notifications qu'on va estimer, on va dire, un petit peu tardives. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de démarches à faire au niveau d'un employeur. Et encore, cette année, par exemple, on a eu le cas d'un monsieur qui est mis en invalidité suite à une maladie professionnelle et qui a reçu sa notification courant août alors qu'il était en fait passé en aval début août. Donc, comment ça se fait qu'on ait des invalidités qui soient notifiées un peu tardivement pour le salarié et pour l'employeur aussi? Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur toutes les demandes d'invalidité, il y a un aspect, effectivement, il y a un aspect service médical qui est dans la boucle. Donc, parfois, effectivement, alors, il peut arriver qu'on ait un avis tardif qui arrive de l'ELSM. Ça peut arriver, c'est-à-dire que soit une forclusion n'a pas forcément été bien anticipée, donc nous, on a l'avis qui arrive tardivement. Des fois, effectivement, on est obligé de relancer plusieurs fois les assurés. Concrètement, nous, quand on ouvre une pension d'invalidité, dès qu'on a l'avis, alors on va prendre l'avis on va partir du principe que c'est une stabilisation ou une forclusion, donc on a l'avis médical qui redescend sur notre applicatif. Nous, à J+1, on va interroger l'assuré pour qu'il réunisse un certain nombre de documents qui sont classiques, mais qui peuvent parfois être compliqués à réunir pour un assuré. Et il peut arriver, dans certains cas, qu'on soit amené à faire une première relance à 20 jours, une seconde relance à 20 jours, qu'on va sortir de SMS, puisqu'on sait qu'en fonction des assurés, le canal qu'on va utiliser, il peut y être plus ou moins sensible. Mais alors, je dirais que dans certains cas, qu'on veut le moins nombreux possible, puisque le but, c'est qu'on puisse anticiper et qu'il ait la notification avant de passer en invalidité, il peut y avoir effectivement un retard dans la vie. Par exemple, hier, pour être concrète, on a liquidé une pension très tardivement, puisque l'assuré a été convoqué à 3 reprises et qu'il s'est présenté à la 4e. Des fois, il peut y avoir des éléments médicaux qui manquent. Des fois, ça peut être l'assuré, effectivement, qui se manifeste tardivement dans l'envoi des justificatifs. Et comme on est aussi humain, des fois, ça peut être un retard inhérent au service invalidité. Ça peut arriver. Sachez que dans tous les cas, on essaye d'anticiper au maximum, puisqu'on a bien conscience que derrière, il y a une reprise d'activité, pour la plupart, qu'il y a une organisation, des choses à mettre en place. Donc, voilà, vraiment, on a à cœur d'être le plus… alors, ce n'est pas forcément d'être le plus rapide possible, mais en tout cas, d'être le plus efficace pour répondre d'une part à l'assuré qui a sollicité ou alors qui est en changement de situation, qui parfois est un changement de situation en plus qu'il subit, donc on ne veut pas rajouter ce stress-là à l'assuré. Et puis, mais vraiment, sachez qu'on a à cœur d'être le plus réactif possible. Mais il peut arriver parfois qu'il y ait des loupés et on le regrette tous, effectivement. Alors, pour parler au nom du service médical, pour notre part, on a certaines obligations. Si par exemple l'assuré n'est pas en arrêt de travail, on a un délai de 25 jours pour la convocation et la mise en place de la pension d'invalidité. Si l'assuré est en arrêt de travail, c'est à la main, donc le service administratif va répondre que l'État n'est pas stabilisé, donc on n'a pas à répondre à la demande d'invalidité. En réalité, on prend ça en compte au niveau du service médical, mais dans ce cas-là, on n'a pas de délai pour convoquer l'assuré et le salarié. Et à partir du moment où on décide de la mise en invalidité, on va le faire dans le mois suivant. On va stopper l'arrêt de travail dans un délai d'1 mois pour mettre en place la pension d'invalidité. Donc après, bon, c'est vrai que ça peut être déloupé. Et comme le disait Madame Larthe-Portillo, on a paradoxalement pas mal de convocations qui ne sont pas honorées alors qu'on a des demandes des assurés de pension d'invalidité. C'est d'ailleurs ce qui est le plus frustrant pour nous, parce que c'est souvent sur les demandes, il y en a aussi pour les stabilisations et les forclusions, mais c'est même parfois sur les demandes directes, lorsque la demande émane de l'assuré. Donc, c'est vraiment… c'est à son initiative et c'est souvent dans ce cas-là où on rencontre des situations où l'assuré, il fait le premier pas, c'est-à-dire qu'il envoie le CERFA et derrière, difficulté pour nous à récupérer les pièces justificatives, difficulté pour le LSM derrière à faire venir un assuré en convocation. Voilà, il y a derrière
une très grande une logistique importante, effectivement, pour faire aboutir parfois un dossier. Alors, je ne dis pas que c'est tous, mais c'est aussi des situations qu'on rencontre et c'est frustrant parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout dans de bonnes conditions. Et en plus, au niveau national, on a interdiction de mettre des avis techniques impossibles. Donc, on est obligé de relancer 2 fois, 3 fois, 4 fois les assurés pour arriver à les convoquer. Donc, imaginez, il peut se passer 4 ou 5 mois avant d'arriver à convoquer un assuré qui a fait lui-même une demande d'invalidité. Et donc, à ce moment-là, on pourrait le mettre en invalidité avec une date rétroactive de 4 mois, ce qui met effectivement l'entreprise dans l'embarras. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce retour parce que c'est vrai que nous, alors on n'a que la version de l'employé, puisqu'en tant que salarié, on n'a pas de moyen d'avoir connaissance des raisons qui font qu'il y a un délai, on va dire, plus long dans le traitement des dossiers. Et c'est vrai que c'est typiquement pas le genre de choses qu'ils nous disent. C'est qu'en gros, la Sécu, elle n'avance pas et ils nous remettent la pression sur nous. Donc, c'est intéressant d'avoir ce type de retour parce qu'on pourra aussi demander s'il n'y a pas eu de leur côté à eux des délais de traitement un peu non respectés ou des choses comme ça. Non, je vous rassure, on a des délais de qualité qui sont scrutés par la région et par le national et on est strictement censé les respecter. Oui, mais c'est vrai que nous, on n'a qu'une vision, on n'a que le salarié qui nous donne sa position. On n'a pas votre point de vue, sauf aujourd'hui. Excusez-moi, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, Audrey Verger pour la Fédération ADMR Hérault. Vous avez dit, ça c'était pour repréciser un point, tout à l'heure au sujet de l'attestation d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Vous nous avez informé donc du coup que cette demande RQTH n'était pas à faire mais qu'elle était automatique pour ces salariés. Cela peu importe la catégorie? Alors, cela peu importe la catégorie. Alors, pour être transparente avec vous, nous, dans la gestion des pensions d'invalidité, on va gérer les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers. Donc, nous, le circuit que nous avons mis en place, effectivement, c'est celui-ci. C'est-à-dire que nous liquidons les pensions d'invalidité et à N+1, effectivement, par le biais d'une requête, nous ciblons les assurés pour lesquels nous avons liquidé une pension et nous envoyons en début de mois l'OETH. Ça peut varier sur votre département et sur les circuits qui ont été adoptés par la caisse primaire qui est en gestion la pension d'invalidité. D'accord. Donc, à ce jour, par exemple, pour l'Hérault, je ne peux pas être sûre à 100% qu'à la délivrance de cette notification, je peux estimer que ma salariée est RQTH. Alors, si, vous pouvez vous en être sûr parce que c'est une directive nationale, il y a une lettre de réseau, donc les caisses primaires doivent se conformer aux consignes qui ont été édictées par le national. Ce qui peut varier parfois, ce qui pourrait varier, c'est la temporalité. Il y a un choix, par exemple, qui peut être fait de faire une requête tous les 15 jours. Tous les jours, je ne pense pas très sincèrement, puisque ça part par public postage et ce serait une usine à gaz. Mais ce qui peut varier, c'est la temporalité. Après avoir l'assurance qu'elle a reçu ce document, toutes les caisses primaires sont tenues d'adresser ce document aux assurés pour lesquels une pension d'invalidité, quelle que soit la catégorie, 1, 2 ou 3, de leur adresser dans les plus brefs délais. C'est un choix qui a été pris localement, mais voilà, sur l'application, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir l'assurance que ça a bien été remis. Pour compléter pour compléter par rapport à ça, si votre demande elle est faite par rapport à votre obligation de déclaration, sachez que la pension d'invalidité répond également à la BOETH qui vous est demandée sur les déclarations. Oui, bien sûr, oui, ça je sais. C'est simplement que, si vous voulez, par exemple, j'étais en train de penser, la pension va être immatriculée, va être informée en 03, le RQTH en 01. Par exemple dans notre DSN pour la déclaration. Est-ce que le fait qu'elle soit, même si les deux, dans tous les cas, répondent à l'obligation, est-ce que le fait qu'elle soit RQTH, par exemple, fait qu'au niveau de nos déclarations, je dois le basculer en 01 ou est-ce que je peux le laisser tout simplement en invalidité comme déclaration? Est-ce que pour vous, ça a un impact ou pas du tout? Normalement pas, parce qu'ils sont comptabilisés de la même façon dans le cadre de BOETH. Ouais, d'accord. Après, pour plus de confirmation, allez voir sur le site de la GFIP éventuellement où ils ont tout un volet, vous aurez vraiment le détail.
Oui, Voilà, dans le doute, mais normalement, voilà, ça fait partie que sur la pension d'invalidité, un taux d'IP de 10%, la RQTH ont la même valeur Oui. au regard de la déclaration. Donc, pour vous, ça ne change rien. Oui, oui, bien sûr, ça, on le fait déjà actuellement. Donc, d'accord. Bah, merci. Et j'avais une autre petite question. Quel est l'impact de la mise en invalidité par rapport aux pensions de retraite des salariés? Par exemple, quelqu'un qui est en invalidité rang 2 et qui décide de ne plus travailler, bon, à 62 ans, il sera mis automatiquement à la retraite, mais quel est l'impact de ces années d'invalidité sur sa pension de retraite? Il cotise ou pas quand ils sont en invalidité? C'est une excellente question. Et ça, en général, c'est plus du ressort du service social. On n'est pas trop sollicité sur ce type de questions. Après, de toute façon, les trimestres sont systématiquement validés, puisque si vous mettez quelqu'un en invalidité de catégorie 2, il sera automatiquement versé à la retraite à 62 ans. Donc, les trimestres sont systématiquement validés. Après, est-ce qu'ils sont payés? Le montant, le calcul de la retraite de base est fait sur les 25 meilleures années travaillées. Donc, après, le calcul du montant de la retraite est fait en fonction de la carrière de la personne. D'accord. Okay. Donc, si c'est sur une fin de carrière avec une personne qui a 25 années pleines, il y aura peu d'incidence sur le montant de la retraite. Si c'est quelqu'un qui a une carrière un peu parsemée pour X raisons, etc., ça peut effectivement… voilà, donc ça, après, il faut faire des simulations sur le site de la CARSAT, comme ça leur donne une idée précise un peu de l'impact que ça peut avoir. D'accord, ok, merci. D'autres questions sur l'invalidité? S'il n'y a plus d'autres questions, on va libérer nos collègues. Et les remercie encore pour cette présentation très riche. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis pour cette présentation. J'espère que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions et que cette prestation, qui est une prestation un petit peu confidentielle, est peut-être un petit peu moins floue pour vous. Je vous laisse continuer. Oui. Bonne fin de réunion. Au revoir. À bientôt. Merci. 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 Donc, on va passer au second thème de ce webinaire qui porte sur les contrôles médicaux. Alors, je voudrais excuser Madame de Mazières, notre conseiller informatique service qui ne pouvait pas être avec nous parce qu'elle avait un problème familial. Donc, le docteur Prunier va assurer, voilà, on va un peu l'aider, mais sinon, il connaît ça par cœur. Donc, il va vous faire une présentation des mieux. Voilà, je laisse la parole au docteur Prunier. On va vous parler des contrôles médicaux, parce que je peux vous intéresser aussi techniquement au niveau des employeurs. Donc, les différents modes de déclenchement des contrôles médicaux, ça peut être effectivement fait sur demande de l'employeur. Ça peut être un contrôle médical de vérification de la justification médicale. Donc ça, c'est l'initiative de l'échelon médical. Donc, on a un système de requête qui va nous faire convoquer les salariés. Et donc, après, ça peut être aussi des contrôles à l'initiative de la CEPAM ou des contrôles administratifs de vérification de la présence du salarié à son domicile par les agents assermentés de la CEPAM. Donc, l'employeur peut demander à la CEPAM de contrôler ses salariés en arrêt de travail. Donc, bien sûr, il faut qu'il soit en arrêt de travail et la demande peut être transmise par mail à l'adresse que vous avez, médical.elsm-haute-pyrénées-assurance-maladie.fr, soit par courrier adressé à la CEPAM ou à l'échelon médical. Toutes les demandes de contrôle faites par les employeurs sont prises en considération. Vous recevez systématiquement un courrier de la CPM vous indiquant que la demande a été prise en compte
Et concernant l'échelon médical, nous avons obligation de convoquer la personne dans les 48 heures. Donc, toutes les demandes sont traitées et tous les salariés signalés sont convoqués. Bien évidemment, vous n'avez pas de retour de la convocation puisque ça fait partie du secret médical et on ne va pas dire à l'employeur l'arrêt est justifié parce que monsieur machin a une fracture ou telle maladie. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc votre demande est orientée soit pour un contrôle administratif vers l'agent enquêteur assermenté, soit le contrôle médical où nous avons pour obligation de convoquer les gens. Je ne sais pas si on parle après des... Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais vous parler aussi, on sait pas sur les feuilles, vous savez qu'en ce moment, on a des obligations de vaccination pour certaines catégories de personnel, et donc l'employeur peut signaler effectivement des salariés non vaccinés qui seraient en arrêt de travail. Nous, de notre côté, on a aussi des requêtes où on va regarder les personnels qui ont l'obligation vaccinale et qui sont en arrêt de travail et qui nous permettent aussi de contrôler ces gens-là. Donc, n'hésitez pas à faire les signalements. Les contrôles systématiques, donc on a les arrêts itératifs. Donc, les arrêts itératifs, c'est des salariés qui ont des petits arrêts fréquents. Tous les salariés qui ont eu au moins 3 arrêts de travail de courte durée au cours de la dernière année reçoivent systématiquement un courrier de la CPM pour les avertir d'une éventuelle convocation si un nouvel arrêt survient. Nous, au niveau de l'échelon médical, on a un contrôle de tous les arrêts itératifs. Et si on s'aperçoit qu'effectivement, on a 3, 4, 5 arrêts courts dans l'année pour des motifs divers et variés, on convoque systématiquement le salarié. Les contrôles obligatoires, ça concerne les salariés qui ont un arrêt de travail qui se poursuivrait au-delà des 6 mois, consécutifs ou non. Chaque arrêt de travail a un point de départ. Donc, pour la même pathologie, au bout de 6 mois d'arrêt de travail, il y a un arrêt systématique de versement des indemnités journalières par la CPM. Il faut à ce moment-là l'avis favorable du médecin conseil pour passer cette barrière des 6 mois. Donc nous, on transmet à la CPM, on convoque systématiquement les assurés avant les 6 mois, on va dire vers 4 mois, pour autoriser ou non la poursuite des indemnités journalières au-delà des 6 mois. Donc, si on n'a pas le contrôle, par exemple, si la personne ne se rend pas à la convocation, il y a un arrêt du versement des IJ, ce qui stimule un petit peu les salariés à savoir pourquoi ils ne touchent plus des IJ et à ce moment-là se rendre à la convocation du médecin conseil. Alors, on a mis en place aussi des contrôles précoces. On emploie depuis environ 4 ans au niveau du service médical des infirmiers, les ISM, les infirmiers du service médical, et depuis 2 ans, on a mis en place des conseillères en service de l'assurance maladie, l'EXAM. Les ISM vont faire plus un recueil médical et les XAM vont faire plus du relationnel avec la médecine du travail et avec les services sociaux, qui sont nos partenaires extérieurs ou Cap Emploi. Donc l'idée, c'est quand même de détecter précocement une problématique du retour à l'emploi ou du maintien en emploi.
de façon à pouvoir orienter précocement les gens vers autre chose qu'un arrêt de travail. Ça concerne surtout les assurés ayant des pathologies comme l'état dépressif, les lombalgies, les troubles musculo-squelettiques, par exemple les épicondylites, les problèmes d'épaule, etc. Et donc, on a mis en place, si on parle après, on a mis en place sur le département des cellules de la prévention de la désinsertion professionnelle qui se réunissent tous les 3 mois avec les partenaires extérieurs. Donc, on a les médecins du travail, les médecins conseils, Cap Emploi et le service social de la CARSAT. Donc, ça nous permet de passer tous ces dossiers qu'on a détectés précocement de façon à les orienter et mettre en place des différents outils. Par exemple, l'aménagement du poste de travail, l'essai encadré, qui est maintenant, je vous le dis parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, est passé de 3 jours à 14 jours, consécutifs ou non. Et donc, on va faire des essais encadrés avec l'accord de la CPN dans l'entreprise. Le CRPE, qui est le contrat de réinsertion professionnelle en entreprise, et après, on a le temps partiel thérapeutique et au bout du bout, éventuellement, l'invalidité. Donc, tout ça, il faut bien comprendre qu'on le discute ensemble. On fait un retour via la médecine du travail vers l'employeur, ou Cap Emploi, Nathalie Roumy, qui est très proche aussi des entreprises, et on a des contacts fréquents, et l'idée, c'est quand même que tout le monde soit au courant des démarches, soit au courant de ce qui va se faire, et de le faire de façon la plus précoce possible, de façon à ce que personne ne soit mis au pied du mur. C'est aussi vous accompagnez, vous, au niveau de l'emploi, voilà, dès lors que les personnes sont en arrêt, qu'on se rend compte que leur reprise pourrait être compliquée ou poser des soucis sur le retour au poste, c'est d'essayer de prendre contact le plus en amont possible avec vous au travers de ces outils pour préparer la reprise aussi dans les meilleurs délais et ne pas vous mettre au pied du mur avec des restrictions médicales ou des adaptations, des aménagements de poste à faire comme ça brutalement à la reprise. Ça s'anticipe et c'est aussi pour vous accompagner dans ces démarches-là que ces cellules travaillent. Donc, les contrôles demandés, donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le contrôle urgent. Donc, si vous faites un signalement, les assurés seront convoqués dans les 48 heures. Donc, que ce soit l'employeur, la médecine du travail ou les assistantes sociales, avec qui on est en contact direct. L'obligation vaccinale, donc là, c'est pareil, on y est très vigilant, mais ça peut être aussi des signalements employeurs. L'employeur peut également mandater un médecin avant qu'il ne se rende au domicile du salarié et procéder à l'examen médical. Ça, je suppose que vous connaissez le principe. Hein. Vous avez des médecins libéraux qui peuvent aller visiter à votre demande votre salarié à son domicile et vous faire le retour donc de la validité ou non, vous n'aurez pas bien sûr le retour sur le médical, mais de la validité ou non de l'arrêt de travail. Je crois qu'on peut dire au docteur que de toute façon, c'est quand même toujours le médecin conseiller de la caisse qui prendra la décision. Qui prendra la décision. Ce n'est pas le médecin libéral qui Voilà. prendra la décision d'arrêter, sauf si c'est le médecin traitant. Le médecin traitant veut bien sûr arrêter l'arrêt de travail. On avait une petite réflexion d'un employeur quand on avait fait des précédentes matinales à l'employeur qui était à l'époque encore en présentiel, ce qui était quand même peut-être plus agréable. Et on avait une employée qui disait que depuis qu'elle faisait appel au service médical de la sécurité sociale, elle était très contente parce qu'elle avait eu enfin tous les salariés qui étaient au travail, et alors que ce qui n'était pas le cas quand elle mandatait des médecins libéraux.
Voilà. Donc, avez-vous des questions? Voilà. Oui, société d'AR, quand vous dites que la CPM a une obligation donc, de notifier la décision à l'employé et à l'employeur, nous, dans notre vie au quotidien, on reçoit très rarement les notifications des décisions de refus, par exemple, de prise en charge d'arrêt maladie. Et par contre, quand on contacte les services, on nous dit non, non, le salarié a été notifié. Alors, nous, on dit oui, mais comme nous, on fait la subrogation, est-ce qu'on peut avoir l'information aussi que le salarié est notifié? Et on nous dit non, c'est d'ordre privé, donc vous ne l'aurez pas. Alors, nous, on est un employeur qui subroge, donc on est bien embêté parce qu'on a de l'argent à récupérer, mais vous pensez bien que le salarié ne nous dit pas oui, oui, j'ai reçu un document, vous inquiétez pas, je vous l'apporte. Comment on peut faire? Normalement, si le service médical donne son accord sur l'arrêt de travail, donc valide l'arrêt de travail, vous n'aurez pas de retour du service médical. Donc, vous aurez toujours des journalières qui vont courir. Donc, s'il y a une subrogation, elle va se poursuivre. Et théoriquement, si on met une fin aux indemnités journalières, normalement, la CPM doit vous avertir qu'on a un arrêt de versement des indemnités journalières à telle date. C'est le même principe quand on met quelqu'un en invalidité. Pour mettre quelqu'un en invalidité, quelqu'un qui est en arrêt de travail, on fait d'abord une fin d'indemnité journalière, par exemple, au 31 décembre, et une bascule en invalidité au 1er janvier. La CPM est tenue de vous avertir qu'il y aura une fin de versement des indemnités journalières au 31 décembre, sans dire après que le salarié sera passé en invalidité. Donc, oui, alors je suis d'accord avec vous sur la théorie, mais je peux vous assurer que dans la pratique, en tout cas d'une société comme la nôtre, malheureusement, on aimerait que ça fonctionne comme ça, mais c'est clairement pas le cas. Moi, j'ai reçu au mois d'octobre une notification qui m'indiquait qu'un salarié ne serait plus indemnisé à compter du 19 décembre 2020, et on était en octobre 2021. Donc, vous dire qu'en tant qu'employeur, on est bien embêté quand même. Hein, parce que... si vous subrogez, oui, effectivement. Madame Loué, je ne manquerai pas de rappeler dans mon service, parce que c'est le mien en plus, que normalement, on a toujours eu cette question qui est revenue. Hein. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Oui. Chaque fois, il y a toujours eu, mais pas par vous obligatoirement, hein, je veux dire par d'autres employeurs aussi, le fait qu'ils n'étaient pas informés quand l'employeur devait reprendre, quand le salarié le salarié recevait la notification et pas eux. Alors au départ, il y a eu cette question d'employeur, souvenez-vous, c'était si c'était subrogé ou pas. Et donc la caisse primaire s'est engagée de toute façon à notifier, à informer les employeurs quand ils pratiquaient la subrogation. Donc normalement, ils doivent faire un double courrier, c'est-à-dire ils doivent faire un courrier à l'assuré et à l'employeur, mais je ne manquerai pas de leur dire en revenant dans le service qu'apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Je veux bien, Madame Barzu, je vous remercie. Et je le ferai, vous me connaissez, on se connaît, et je leur dirai, ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que là, j'ai une trentaine de dossiers en souffrance avec les problématiques liées au Covid et tout, et je suis bien embêtée. D'accord, j'en prends note. Je donnerai l'information en revenant dans le service. Oui, mais à ce moment-là, je me permettrai de vous faire un petit mail pour oui, qu'on échange sur ce point bien précis. Ouais, vous pouvez faire un mail avec les coordonnées, avec les numéros d'immatriculation des assurés, je vous dirai ce qu'il en est réellement. D'accord, ok, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Vous avez d'autres questions? Oui, madame. Oui. Oui, bonjour, Christelle Guy de La Poste. J'avais juste deux petites questions. La première, quel était le délai à prévoir entre la demande de contrôle et le contrôle effectif? Alors, à partir du moment où on reçoit par courrier, par mail, au niveau de la CPM, au niveau de l'échelon médical, tout ça, c'est transmis à l'échelon médical et nous, on a pour obligation de contrôler le salarié dans les 48 heures. D'accord. À partir de la date de...
À partir de la réception du courrier, du courriel ou… Alors, peu importe. Alors, il peut y avoir, effectivement, si on a un courriel, quand je vous avais donné le mail là, tout à l'heure, qui est le mail direct du service médical. Donc, c'est vrai que si vous passez par la CPN, par exemple, il y a des employeurs qui vont écrire « Monsieur le directeur de la CPN ». Donc, le directeur, Monsieur Gallo, va nous faire passer cette demande de contrôle employeur. Après, honnêtement, je ne sais pas quel est le délai. Il peut se passer 2 ou 3 jours avant que le courrier soit passé dans les mains administratives et nous arrive, nous, même si on est voisins, sur le bureau du médecin conseil. Mais normalement, on a pour obligation de voir les gens dans les 48 heures. D'accord, ok, parce que je partage tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on effectue une demande de contrôle auprès d'un médecin libéral, les résultats sont bien moins performants, en tout cas, que quand c'est la caisse qui s'en occupe. C'est vrai que Pardon. C'est un petit peu compliqué pour nous parce qu'on a, on va dire, des agendas déjà un petit peu surbookés, mais voilà, l'obligation, elle est là. D'accord. Et une autre question, tout à l'heure, vous évoquiez donc un contrôle itératif, c'est ça, concernant les petits arrêts, pardon, les arrêts de courte durée. Quel est sachant que comme la dame qui parlait tout à l'heure, nous aussi nous subrogeons, quel est ce délai de courte durée que vous évoquez? C'est 3, 4, 5 jours? Quel est ce délai? Bon, alors là, sur les arrêts itératifs, on n'a pas de délai. Donc, si vous voulez, on a un traitement, donc ça fait partie, on a pas mal de requêtes. Tous les arrêts du travail du département arrivent à l'échelon médical. Et toutes les semaines, ce qu'on appelle la requête unique, on a un traitement de ces arrêts par les techniciennes. Soit les techniciennes arrivent à traiter l'arrêt directement, donc c'est un arrêt qui est justifié, etc. Donc, peuvent l'échéancer à une date ultérieure, en ayant toujours ces 6 mois où on a l'obligation quand même de voir l'assuré avant les 6 mois. Ça peut être passé aux infirmiers ou aux XAM, et ça peut être passé aussi aux médecins conseils qui décident ou non de convoquer. Donc après, les arrêts itératifs, ça nous est passé. C'est une obligation de les visionner là, par le médecin conseil. Après, on donne ou pas suite à la convocation. Mais là, on n'a pas de délai, de 48 heures. Le courrier, il est adressé au départ par la CPL, pas par les champs médicaux. D'accord. Okay, par rapport, excusez-moi, juste par rapport au contrôle, tout à l'heure vous parliez pour les branches ou les secteurs qui sont concernés par la vaccination. C'est notre cas dans la branche d'aide à domicile. Avez-vous eu l'indication de convoquer ou de faire un point sur les personnes qui avaient cette obligation, qui sont en arrêt de travail? On a des requêtes dans toutes les personnes qui ont une obligation vaccinale. Toutes les semaines, on a une requête concernant ces gens-là qui sont en arrêt de travail. Et toutes les semaines, nous regardons les pathologies. Alors, honnêtement, si vous avez quelqu'un qui travaille à la DMR, qui est enceinte et qui est en arrêt de travail, ça va être un petit peu compliqué de la convoquer. Les motifs de la grossesse. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Là, oui, là, on ne parle pas de grossesse. Là évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais pour Voilà. les autres… Pour les autres, on les convoque systématiquement. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est des convocations qui sont très agréables. En général, quand il n'y a pas de pathologie et que c'est visiblement un refus de vaccination pour éviter la suspension de salaire, c'est des gens qui se mettent en arrêt de travail. Je veux dire, c'est un contrôle qui est très compliqué et qui est très désagréable parce que ça se passe en général très mal. Donc après, normalement, c'est une notification immédiate de reprise de travail et donc à ce moment-là, les gens, normalement, ont leur salaire suspendu s'ils ne sont pas vaccinés. D'accord, donc vous faites cette notification, vous l'adressez, donc suspension des IGSS, et vous informez l'employeur? Comme toujours, on avertit l'employeur qu'il y a une suspension des IGSS immédiate. D'accord. Après, on ne va pas lui dire c'est parce que la personne n'est pas vaccinée.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question, cabinet Serre France, Madame Soukaz. Voilà, je voulais savoir, les salariés qui ont les IJ suspendus, est-ce qu'ils ont il me semble qu'ils ont une voie de recours pour contester cette suspension et quel est le délai? Alors, la voie de recours, pour l'instant, c'est l'expertise. Donc, actuellement, l'expertise, ça se fait par des médecins experts libéraux qui sont inscrits sur une liste d'experts. Pour vous donner une idée, on n'en a pas sur le 65. Donc, on doit faire appel à des gens qui sont sur le 31, sur le 64 éventuellement. Donc, c'est un petit peu compliqué. Les délais sont très longs. Je ne vous le cache pas, ça peut être 4 à 5 mois. Si l'expert veut bien répondre. Il n'y a pas un délai réglementaire, un mois, 2 mois? Ah bon, d'accord. Non, parce qu'on a eu un petit souci par rapport à ça pour un client. Ouais. On va changer cette façon de faire à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, c'est la commission médicale de recours à l'amiable qui va traiter toutes les expertises. La CMRA, elle est basée à Toulouse. Donc, ce sont des médecins de l'échelon médical qui se réunissent en colloque avec des professeurs, certainement professeurs de colloque, qui vont juger sur dossier, qui vont faire l'expertise sur dossier. Donc, ça sera beaucoup plus rapide et on aura une réponse quasi immédiate. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'expertise et qu'il ne soit pas noyé au niveau du service par ces expertises. D'accord. Non, parce que dans le timing, ça peut poser problème parce que quand on subroge, voilà. Donc, dans ce cas précis, il y a eu la suspension. C'est pour ça qu'on va essayer de changer cette façon de faire. Parce que si l'expert dit qu'effectivement, l'état de l'assuré était compatible avec une activité professionnelle 4 mois auparavant, si vous avez subrogé pendant 4 mois, ça pose des problèmes à l'assuré qui doit rembourser ou rembourser. Non seulement nous, on n'avait pas subrogé parce qu'il a eu suspension. Puis après, donc, avec ça, lui, il a contesté. Donc, on a appris, il était sorti entre-temps. Donc, suite à une rupture conventionnelle de son contrat, il est sorti et on a on a reçu comme quoi on lui avait versé, ils avaient fait un rétroactif par rapport au versement des IJ. Donc, on a dû re-rentrer le salarié. Vous voyez, techniquement, c'est pas évident. Ça, on en est bien conscient. D'accord. Voilà. Merci. Pas d'autres questions sur les contrôles médicaux? Alors, on va passer sur le 3e volet qui est le retour à l'emploi. On va le faire à 3 voix. Le docteur Prunier, Madame Roumier et moi-même, bon, sachant que nous, CPM, on a plus le volet administratif. Et vous verrez dans les slides, tout est, je pense, clairement expliqué, où il y a quand même un impact justement de ces cellules PDP dont vous parlez, donc le docteur Prunier vous parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, on va vous expliquer un peu les origines, je pense, de la PDP. Dans la PDP, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, dont c'est depuis 2004. Elle s'inscrit dans le plan de lutte contre les exclusions. C'est un dispositif national. C'est pour prévenir les difficultés liées au retour à l'emploi et apporter des solutions adaptées. Alors, la PDP, c'est une démarche partenariale dont on a marqué médecin conseil, assistante sociale, administrative des CEPAM. Il y a aussi Cap Emploi, on aurait pu rajouter, il y a aussi la médecine du travail qui font partie de ces cellules, le PDP, où peut-être le docteur Prunier et Mme Roumi peuvent vous en parler de ces réunions de cellules PDP, du fonctionnement des cellules PDP. Ensuite, nous avons une slide, ce que vous connaissez déjà, donc c'est la reprise le retour à l'emploi au même poste, c'est-à-dire la reprise sur le temps partiel thérapeutique, donc ça je pense que vous connaissez déjà. Et je pense que vous aurez la slide à votre disposition pour vous laisser plus de temps pour poser les questions tout à l'heure. Je pense que ce qui vous intéresse certainement le plus, c'est ce qui concerne les sans-cadrés, le CRPE,
voilà, tout ce qui est mis en place. Juste, Christine, une précision par rapport au temps partiel thérapeutique. L'idée, c'est vrai que si on peut l'anticiper, revenir vers vous, c'est aussi vous accompagner avec le médecin du travail toujours, qui est le référent par rapport à l'organisation de ce temps partiel thérapeutique, qui n'est pas forcément du mi-temps, contrairement à ce qu'on peut, aux idées préconçues, ça c'était avant. Donc aujourd'hui, le temps partiel thérapeutique, c'est un temps de travail réduit et qui peut être modulé et adapté à l'activité, sous réserve que le médecin du travail valide effectivement l'organisation du temps de travail par rapport à l'activité et au poste occupé par le salarié. Voilà, donc, et puis bon, les conditions nécessaires, bon, c'est marqué, voilà, prescription du médecin traitant, accord du médecin du travail de l'employeur et accord du médecin conseil pour le maintien de l'indemnisation qui se prononce sur si l'arrêt est médicalement justifié, etc. et si la personne peut être à temps partiel. Ce qui est des fois un petit peu difficile à comprendre pour l'assuré, l'employeur, etc., c'est qu'un temps partiel thérapeutique, même si les gens ont repris le travail, ça reste un arrêt de travail. Et on est toujours soumis à la date initiale, point de départ de l'arrêt de travail. Et donc, la forclusion, les 3 ans autorisés, maximum d'arrêt de travail, bien sûr que le temps partiel thérapeutique fait partie de ces 3 ans d'arrêt de travail. Compte dans la durée. Dans la durée. Pour nous, c'est un arrêt de travail. Pour vous, c'est une reprise de travail. Pour l'assuré, c'est une reprise de travail. J'ai repris mon travail. Oui, mais vous êtes toujours en arrêt de travail. Ensuite, nous allons rentrer slide suivante sur, effectivement, le reclassement professionnel avec la remobilisation pendant l'arrêt de travail. Donc, c'est bien marqué pendant l'arrêt de travail. On va voir, si vous voulez, les différentes actions. C'est-à-dire, on va parler du bilan de compétences, les encadrés et le CRPE. Donc, ces dispositifs, ce type de dispositif se fait en général à la demande du salarié auprès de sa caisse ou sur proposition de la cellule PDP. Donc, nous allons nous en parler juste peut-être après. Accord du médecin traitant, bien sûr. Et nous, on valide en tant que côté administratif, on va valider aussi au niveau de la caisse, puisqu'on doit, nous, regarder si l'assuré a une indemnité journalière et on valide, on donne les courriers à la signature du directeur. Et aussi, il y a une participation de l'action sanitaire sociale aussi pour certaines actions, pour certains types de dispositifs, pardon. Le service social aussi confirme le risque de désinsertion professionnelle et le service médical, comme on disait tout à l'heure, vérifie que la durée prévisionnelle de l'arrêt est compatible avec ce qui est demandé. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, pendant l'arrêt, via les contrôles, le suivi des personnes en arrêt, ça nous permet d'anticiper la reprise et de préparer une reprise et d'éviter que la personne, si elle ne peut pas revenir sur son poste, puisse être quand même maintenue dans une dynamique d'emploi. Voilà, donc la priorité, c'est de lui permettre de reprendre sur son poste de travail, de travailler avec vous aussi pour tout ça. Et tous ces outils-là, voilà, nous permettent d'accompagner tant le salarié que vous-même au niveau de la reprise et de la suite du parcours. Alors, je pense qu'on va, dans les slides suivantes, vous définir, peut-être que vous connaissez déjà, mais peut-être pas assez, ça vous fera peut-être un complément ou d'autres noms sur les encadrés, le CRPE, les bilans de compétences avec la durée pour les encadrés de 14 jours que le docteur Prunier a déjà précisé tout à l'heure. Peut-être que ce qui serait bien, docteur et Nathalie, c'est peut-être d'expliquer un peu le fonctionnement des cellules PDP, les acteurs qui sont à l'intérieur, comment ça fonctionne. Comment vous prenez les décisions par rapport à la médecine du travail aussi, puisque vous avez la casquette aussi aujourd'hui médecine du travail. Voilà, je vais représenter les médecins du travail. Donc, les cellules de la PDP, donc ça fait 3 ans qu'on travaille beaucoup dessus. C'est parti d'une cellule qui était située à Lannemezan. On a étendu ces cellules de différents territoires, Bagnères, Lourdes, et pour maintenant avoir une cellule unique départementale, il y a des remaniements au niveau de la médecine du travail. Donc, ces cellules se réunissent tous les 3 mois. On a les médecins du travail, le médecin conseil,
Cap Emploi avec Nathalie Rouly et les assistantes sociales de la CARSAT et Christine Barzu, que j'invite jamais, mais qui est cordialement invitée. Parce que tu m'oublies. Il m'oublie à chaque fois. Alors, le but du jeu de ces cellules, c'est de discuter. Alors, bien sûr, on discute au fil de l'eau avec les médecins du travail, avec Cap Emploi, avec le service social. Tout ça, on discute ça tous les jours. Hein. Tous les jours, on s'appelle, etc. Ces cellules-là sont là un petit peu pour formaliser des dossiers complexes où on a tous des difficultés avec certains salariés pour un maintien à l'emploi. Donc, le but du jeu, c'est d'en discuter en présentiel ou en visio. Et on passe entre, grosso modo, une cinquantaine de dossiers maintenant sur les cellules départementales tous les 3 mois. Donc, c'est des dossiers qui vont être suivis par les uns ou par les autres et on se fait des retours ensuite sur l'orientation des dossiers. Ça nous permet, alors tout ça, c'est bien sûr dans le cadre de l'arrêt de travail. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on met en place, c'est pour essayer de valoriser, entre guillemets, l'arrêt de travail et de ne pas perdre de temps pour la suite, pour que les gens restent en emploi. Pas attendre la fin de l'arrêt de travail pour mettre en place certaines choses. Donc, on va vous parler, on reviendra peut-être sur les cellules. Dans les dispositifs qui sont mis en place, bon, c'est laisser encadrer dans ces maintiens des IJ pendant la durée. Vous voyez sur la slide la rémunération et la durée, dans laisser encadrer 14 jours. Ouvrez un continu fractionnable, c'est-à-dire que ça peut être, vous n'êtes pas obligé de faire 14 jours dans le suivant, ça peut être 3 jours, 5 jours, etc., jusqu'à 14 jours. Et cette personne, évidemment, doit être en arrêt de travail indemnisé. Le CRPE, c'est… Peut-être donner quelques… Juste on les repasse après. On les repasse après. On les revoit après. C'est juste les présentations générales. On les prend un par un après dans le slide. Les CRPE, c'est pour ne pas faire les redites parce que sinon… Oui, non, les CRPE, bon, c'est entre l'employeur. La rémunération, c'est entre l'employeur et l'assurance maladie. Donc, normalement, c'est 50% à la charge de l'assurance maladie et 50% à la charge de l'employeur. Souvent, il y a subrogation. Dans les cas qu'on a eu de CRPE qui a été mis en place, on a eu subrogation. Et ensuite, il y a la validation des compétences et les bilans de compétences bon, qui sont de 3-4 mois maximum pendant l'arrêt. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le CRPE, dans le CRPE, je disais tout à l'heure, 50% à la charge de l'assuré, 51% à la charge de la CPM, pardon, et 50% à la charge de l'employeur. Alors, c'est un dispositif qui permet aux salariés de déclarer inapte. C'est important de dire que ce n'est pas du tout pareil que par la médecine du travail. Déclarer inapte par la médecine du travail, ce n'est pas du tout pareil que laisser encadrer. C'est une condition sine qua non reconnue travailleur handicapé. Il faut qu'il soit reconnu travailleur handicapé. Alors, l'objectif, c'est de permettre aux salariés qui ne pourraient pas reprendre leur emploi d'apprendre un nouveau métier dans leur entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Le CRPE, c'est une formation pratique tutorée qui peut être complétée par de la formation professionnelle et à l'issue de laquelle le salarié dispose de compétences de son nouveau métier, mais aussi d'une expérience. La signature d'un CRPE rapide et le contrat démarre en général à l'issue de l'arrêt de travail. Nathalie, peut-être 2 mots. Tu nous as envoyé beaucoup, puisque c'est toi qui es à l'origine souvent des demandes de CRPE. Voilà, donc effectivement, donc le CRPE, ce fameux contrat de rééducation professionnelle, donc au travers de toutes nos cellules et nos échanges avec les différents partenaires, quand on se rend compte que la reprise sur le poste ne va pas être possible, on essaye de réfléchir et de voir avec vous au niveau des employeurs ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a possibilité de maintenir votre salarié sur un autre poste, lesquels, donc on analyse les besoins que vous avez pour essayer de voir si on peut maintenir le salarié dans l'entreprise tout en préparant et en vous aidant à le former sur un autre métier. J'ai eu le cas, pour vous donner un exemple, d'un mécanicien poids lourd qui était inapte à son poste avec des restrictions de port de charge, etc., qui a pu rester dans l'entreprise et a passé ses permis pour être chauffeur poids lourd et super lourd, puisqu'il y avait un besoin dans l'entreprise. Donc, le CRPE a permis d'aider l'entreprise à la prise en charge du salaire pendant le temps, la moitié du salaire, pardon, puisque c'est 50-50 sur le temps d'adaptation,
Et la formation a été prise en charge par la GFIP, puisque pour ce dispositif CRPE, il faut que le salarié soit reconnu travailleur handicapé. Voilà un exemple du CRPE. Après, slide suivante, ce qu'on peut rajouter aussi, vous le lirez, mais c'est un 18 mois maximum. C'est renouvelable une fois dans les limites de la durée maximale, voilà. Ça peut durer 18 mois. Bon, c'est conclu, le CRPE, c'est un accord entre le salarié, l'employeur. Nathalie s'en occupe de Cap Emploi et l'assurance maladie, puisqu'on signe le contrat, nous aussi. Mais voilà, c'est signé entre l'employeur, le salarié, le représentant de la directe et le représentant de la caisse primaire. Donc, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est 50% à la charge de la caisse et 50% à la charge de l'employeur. Ça concerne le CRPE, avec cette qualité qu'il faut être... Il faut être reconnu. RQTH. Voilà. Et à vérifier, parce que je me demande si en plus ça ne doit pas faire suite à un arrêt de travail. Il y avait C'est toujours, de toute façon, c'est toujours quand on discute en cellule PDP, c'est toujours un arrêt de travail. Mais juridiquement parlant, là, c'est plus par rapport à la mise en œuvre au niveau de l'entreprise. Ça met une fin à l'arrêt de travail et donc c'est un contrat de durée déterminée. C'est pour ça qu'ils le mettent là. Ils lui donnent un CDD. Alors, et après, ça peut. ils reprennent sur le CRPE. Mais c'est à la fin d'un arrêt de travail. Le CRPE, sur les 2 dernières années, on en a mis 10 en place sur le 65. En sachant qu'on a commencé très très doucement au départ et que ça s'accélère. On a en tout, sur les 3 dernières années, je crois qu'il y en a une quinzaine. Il y en a 2 avec des départements limitrophes, puisque ce n'étaient pas les mêmes caisses qui ont été montées. Voilà, et sur tous, il y en a 2 qui n'ont pas abouti, mais parce qu'il y a eu une aggravation de la situation de santé, donc on n'a pas pu maintenir la personne en poste. Sinon, tous les autres sont quasiment en poste. À la fin du CRPE. À la fin du CRPE. Enfin, il y en a encore 3. On en a 3 ou 4 en cours encore, mais bon, a priori. Ensuite, bon, donc là, on parle des bilans de compétences. Donc, ça, c'est des bilans de compétences. On en a souvent qui nous arrivent par le CIBC, des demandes de bilans de compétences. Donc, c'est des salariés qui sont en arrêt de travail, aussi. Et ces actions doivent intervenir pendant l'arrêt de travail sans le prolonger. Donc, c'est des assurés qui vont faire des formations au niveau du CIBC pour peut-être après voir s'ils ne peuvent pas être remobilisés sur un autre emploi. Donc ça, ce sont des actions qui sont menées pendant l'arrêt à destination du salarié, menées en parallèle aussi avec le service social de la CARSAT. Parfois Cap Emploi, mais Cap Emploi, nous, on n'intervient que lorsque la personne, elle est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, parce que c'est une des conditions d'intervention de Cap Emploi ou pour les personnes en voie de le devenir au vu de la situation de santé. Voilà, mais ça, c'est un des dispositifs uniquement à destination du salarié. Donc, le service médical est à ce moment-là systématiquement interrogé sur la validité de l'arrêt de travail pendant la formation professionnelle. Donc, on avait fait, pour la petite histoire, on a fait quand même une convention tripartite avec le CIBC de façon à ce que, du moment où on décidait, que ce soit le salarié ou le CIBC, de faire le bilan de compétences, ce bilan de compétences soit mis en place dans les 15 jours qui suivaient l'agrément, de façon à ne pas traîner en arrêt de travail et pas dire on va valider un arrêt de travail sur 6 mois pour une formation qui aura lieu, un bilan de compétences qui aura lieu 3 mois plus tard. Ensuite, on a une autre slide qui définit l'essai encadré. Dans l'essai encadré, on l'a dit tout à l'heure, ça permet à un salarié de tester ses capacités sur un poste de travail pendant son arrêt de travail sans perdre ses indemnités journalières, parce que là aussi, il faut qu'il soit toujours en arrêt de travail. Ça se déroule pendant l'arrêt de travail. Ça concerne tous les assurés sociaux, mais en arrêt de travail, c'est ce qu'il y a après pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, vous avez la liste. Concrètement, c'est tester son ancien poste. Ça permet aux salariés de tester son ancien poste ou un poste aménagé, tester un nouveau poste, rechercher des pistes pour un éventuel reclassement. Le préalable, c'est que c'est soumis à l'accord des 3 médecins, médecin du travail, médecin conseil et médecin traitant du salarié.
il y a une visite médicale réalisée par le médecin du travail de l'entreprise d'accueil ou à défaut par celui de l'entreprise d'origine. Donc, ça a été modifié la durée parce qu'avant, c'était que 3 jours fractionnables aussi. Récemment, je crois que c'est depuis l'année dernière, il me semble, je ne dis pas de bêtises, depuis 2020, c'est passé à 14 jours fractionnables. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est marqué quand même assuré peut bénéficier de plusieurs essais encadrés si son projet professionnel évolue au cours de l'arrêt de travail du fait d'un changement de situation médicale ou sociale. Il est applicable dans tout type d'entreprise et l'employeur ne prévoit aucune rémunération. C'est la caisse, la CPAM, qui continue à verser les indemnités journalières. Alors, après, il y a le suivi qui est fait au niveau des... On fait le suivi et le bilan des essais encadrés, mais ça, c'est plus... Alors, pratiquement, par rapport à l'essai encadré, sur la partie plus juridique pour vous, effectivement, il existe donc une convention qui est signée entre plein de personnes, parce que du coup, il y a l'employeur, bien évidemment, le salarié, le médecin du travail, le médecin conseil, le service... social et le service pas d'invalidité, PE. Des IJ. Des IJ. Merci Christine. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le salarié, il est couvert par la caisse quand il vient dans votre entreprise. Donc vous, ça ne vous coûte rien. C'est comme un stage en fait avec une convention, mais ça permet aux salariés de se tester, à vous de voir un peu comment ça se passe et surtout à nous après, à tous les intervenants derrière, de pouvoir anticiper et préparer la reprise. Puisque des fois, on ne sait pas trop voilà, comment ça va se passer, comment à la reprise, il va y avoir besoin d'aménagement, d'adaptation de poste ou autre. Donc là, c'est à ce moment-là que le médecin, c'est souvent le médecin du travail ou Cap Emploi qui est revenant vers vous pour dire, ben voilà, ce salarié va bientôt reprendre, on aimerait bien essayer de le remettre en poste pour analyser avec vous la situation et voir comment on peut vous accompagner, vous aussi, l'entreprise avec un salarié, voilà, surtout suite à un arrêt un peu long et compliqué. Moi, je pense peut-être qu'il faudrait préciser peut-être qui demande quoi, qui fait les demandes. C'est-à-dire, bon, le CRPE qui en fait la demande, les encadrés qui peut en faire la demande, les bilans de compétences, peut-être que vous pourrez les éclairer un peu, Alors, Nathalie. Très souvent, c'est le médecin du travail parce qu'on a besoin de son avis et puisque c'est le seul qui connaît et la partie médicale et la partie emploi, puisque et le médecin traitant aussi. Le médecin traitant ne connaît pas l'entreprise. Oui, on a besoin, mais on a besoin de l'avis aussi. Voilà, qui est à l'initiative, c'est souvent un travail collectif d'accompagnement du salarié pendant son arrêt qui, à un moment donné, nous fait l'orienter ou nous oriente à tous vers l'un ou l'autre de ces dispositifs, toujours en référence et en accord avec les médecins, que ce soit le médecin du travail ou le médecin conseil, puisqu'à partir des restrictions ou dès lors qu'on pressent que la reprise pourra être un petit peu compliquée, à ce moment-là, voilà, le médecin du travail, on va réfléchir et nous, les différents acteurs concernés reviennent vers l'entreprise pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette situation-là dans sa globalité. C'est là aussi que je pense que c'est discuté aussi dans les cellules PDP entre vous, entre les différents partenaires pour après aller vers un retour vers le bon outil, le bon accompagnement et accompagner aussi l'entreprise le plus en amont possible avant la reprise, surtout quand on sait qu'elle va être un peu plus compliquée que... Oui, slide suivante. Après, on a mis ce slide pour juste, pour expliquer un peu les médecins qui sont recruteurs en cas de problème de santé. Donc, on a fait le distinguo entre la médecine du travail, le médecin traitant et le médecin conseil. Voilà, conseil, écoute et accompagne. Donc, c'est pour vous dire à peu près leur fonction, entre guillemets, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas toutes décrites à l'intérieur. Et ensuite, à la fin du diaporama, on a mis les contacts utiles, les numéros utiles, la plateforme employeur, le service social. On a mis Cap Emploi, le site utile de la CARSAT, l'adresse de la CARSAT. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant, profitez-en parce que vous avez Cap Emploi, vous avez le docteur Prunier, parce que moi, c'est plus service administratif pour justement faire le lien avec les cellules, avec la direction pour valider, faire des courriers à l'information, à l'attention de l'assuré aussi et des différents partenaires. Voilà.
on a plus le côté administratif, je dois vérifier si l'assuré est en arrêt de travail, voilà. Mais toutes les décisions qui se prennent avec les employeurs et avec ça concerne Cap emploi, les médecins, c'est voilà. Si vous avez des interrogations, et le service social, voilà, pardon. Oui, mais du coup, c'est vrai que sur beaucoup de ces outils. C'est à vous. Alors, moi, j'aurais une question, Béatrice Bonin. Je suis dans une MEX sur l'Hérault. Oui. On a souvent des médecins traitants qui qui disent aux salariés reprise à temps partiel thérapeutique, sauf qu'on a une date et nous, le temps de voir avec une visite de reprise auprès du médecin du travail, on ne sait pas si on peut faire reprendre le salarié, à quel pourcentage, comment on fait concrètement. Donc ça, c'est vrai que c'est le travail qu'on devrait faire en amont. Donc quand on parle des cellules de la PDP, donc on va discuter de tout ça de façon assez précoce. Et ce qui nous manque honnêtement, sur le 65, mais je pense que dans les autres départements, ce sera la même chose, c'est la participation active des médecins traitants. Donc, les médecins traitants, on essaie de faire des actions pour qu'ils nous rejoignent sur les cellules de la PDP de façon à éviter ce genre de situation. C'est-à-dire que le médecin traitant dit maintenant, vous reprenez un temps partiel, mais qu'il n'y ait pas eu de préparation à ce temps partiel thérapeutique. Comment faire reprendre quelqu'un, sur quel poste, sur quel temps? Est-ce que c'est une journée entière entrecoupée? Est-ce que c'est une demi-journée? Tout ça, ça doit être négocié avec le médecin du travail et ça doit être fait en amont. Les retours qu'on a des médecins traitants, c'est qu'il est impossible de joindre le médecin du travail. Donc ça, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Donc on peut joindre et les médecins du travail sont très disponibles sur le 65 comme ailleurs et donc très à l'écoute et on peut les joindre très facilement et avoir un rendez-vous pratiquement dans la semaine pour un salarié. Ce qu'il faut aussi anticiper et ce sur quoi on essaye de travailler énormément sur le département au travers de cette cellule, c'est aussi d'inciter les personnes en arrêt d'aller faire une visite qu'on appelle de pré-reprise pour voir le médecin du travail. C'est-à-dire que dès lors on sait que la reprise pourrait être un peu compliquée, c'est bien que le salarié, pendant son arrêt, puisse aller voir le médecin du travail à sa demande, ce qu'on appelle les visites de pré-reprise. Donc, vous, employeurs, quand vous avez des salariés qui sont en arrêt un peu de longue durée, très souvent, ils viennent vous voir et vous êtes au courant ou quoi, n'hésitez pas à leur rappeler qu'ils peuvent et que ça serait bien qu'ils prennent un rendez-vous avec le médecin du travail en visite de pré-reprise pendant leur arrêt pour justement préparer cette reprise. Parce que ça aussi, c'est une démarche qui va nous aider, nous tous, au niveau de cette cellule aussi, à anticiper, à éviter que vous vous retrouviez avec une demande de temps partiel thérapeutique à 3 jours de la reprise. Et autre information, depuis quelques mois, donc c'est dommage qu'on n'ait pas la médecine du travail, mais la visite de pré-reprise peut être demandée par l'employeur. Donc ça, c'est une chose qui est nouvelle et vous avez le droit de faire une demande directement de pré-reprise. D'accord, ça c'est intéressant parce que souvent le salarié, il va la veille de la fin de son arrêt chez le médecin qui lui dit vous reprenez à temps partiel et nous, on se retrouve face à un salarié qui nous dit je reprends, sauf que nous, on a peut-être 3 jours de délai pour arriver à avoir un rendez-vous. Ça va être la même difficulté pour le médecin du travail qui est devant le fait accompli et qui n'a pas de quoi se sur. Tout ça, c'est des problèmes communs. Il faut qu'on travaille tous ensemble de façon à pouvoir optimiser un petit peu les reprises de travail et que ça se fasse dans de bonnes conditions pour l'employeur, pour le médecin du travail et pour l'employé. Pour ça, que ces visites de pré-reprise pendant l'arrêt, elles sont très importantes et qu'il faut bien communiquer à vos salariés qui peuvent à tout moment, alors que ce soit pendant l'arrêt en visite de reprise ou même quand ils sont en poste, dès lors qu'ils ont une difficulté ou qu'ils se sentent en difficulté pour des raisons de santé sur leur poste, qu'ils n'hésitent pas à aller voir le médecin du travail, ne pas attendre la rupture et qu'on se retrouve tous au pied du mur et à devoir agir dans l'urgence et dans la précipitation. Donc, on peut anticiper plein de choses avec vous, y compris, et ça permet de fluidifier tous les dispositifs que l'on a aujourd'hui
et voilà, et de vous accompagner vous aussi les employeurs, parce que c'est vrai que ces reprises après des arrêts un peu longs sont souvent très complexes pour vous. D'accord, merci. Daniel Soukaz, cabinet CER France. Je voudrais être sûre d'avoir bien compris. Le CRPE, c'est à destination donc, des travailleurs handicapés, c'est ça? Oui. Et les autres, c'est encadré et la formation Non. pendant l'arrêt? Non, hein? Non, D'accord. les autres, non. D'accord. C'est que pour le Ok. CRPE. Et c'est nouveau, ces dispositifs ou non? Parce que nous, on gère pas mal. Ce Ça fait sont des combien que c'est- dispositifs qui existent depuis quelques années maintenant, mais c'est vrai qu'ils étaient peu connus et pas forcément Ouais. évidents à mettre en place. Voilà, là, depuis quelques années, on travaille justement à essayer d'être en partenariat aussi tous, puisque ces dispositifs, on a besoin les uns des autres pour les mettre en place. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide et c'est vrai que c'est quand même plus simple à les mettre en place. Non, je vous dis ça parce que nous, on gère pas mal. On a un portefeuille client assez conséquent et on n'en a jamais entendu parler. Donc, Après, je pense que ça peut être très département dépendant, dans le sens où nous, sur le 65, on a monté depuis 4 ans ces fameuses cellules de la PDP, qui nous a permis d'apprendre à travailler ensemble avec les médecins du travail, Cap emploi, le service social, etc. Et donc, ça nous a permis de développer tous ces outils-là qui existaient, mais personne ne savait trop comment les utiliser. Et le fait de pouvoir travailler ensemble, ça nous permet d'échanger, de comprendre et d'accompagner mieux les salariés et les employeurs. d'accord. Et quand vous dites donc, oui, allez-y. Il ne faut pas hésiter, j'allais dire, de contacter les différents interlocuteurs et surtout de faire des demandes si vous sentez qu'il y a besoin. Voilà. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Et dans le timing, alors vous dites que l'employeur donc a toute légitimité maintenant de susciter une visite de pré-reprise. Oui. Comment? Ça a été mis en place il y a 3 mois de mémoire. Oui, voilà, je l'avais entendu aussi. Alors après, dans le timing, c'est un peu délicat quand on a des prolongations d'arrêt, que c'est un peu long. À quel moment on peut être légitime pour faire cette visite de pré-reprise? Tout ça, c'est de l'accompagnement. Donc, même si vous avez des arrêts longs, c'est toujours intéressant d'avoir un avis et un regard du médecin du travail, du médecin conseil, sur la situation de l'assuré. Donc, est-ce que la pathologie, donc vous n'allez pas connaître la pathologie, donc nous, on va en discuter avec le médecin du travail et ça va nous permettre d'orienter un petit peu les dossiers. Est-ce qu'il y a une possibilité de reprise? Est-ce que la pathologie est compatible déjà avec un travail, avec son travail, etc. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et plus c'est précoce, mieux c'est. D'accord. Et alors, on peut donc, on est en lien avec le médecin du travail, non pas le médecin conseil, hein, médecin du travail, nous. Après, il faut savoir il y a la possibilité, de faire plusieurs visites de pré-reprise. Donc, il vaut mieux faire une demande précoce et le médecin du travail dira non, là, c'est le soin, c'est trop tôt, mais revenez dans 2 mois, dans 3 mois, mais au moins, il est alerté aussi de la situation et ça permet après de lancer un suivi au niveau des différents partenaires. Et s'il y a besoin, il le verra 2 fois, 3 fois. On n'est pas limité à une seule visite. Au contraire, c'est justement pour bien anticiper la prise en charge de la situation dans sa globalité. D'abord pour le salarié concerné par rapport aux soins, bien évidemment, mais surtout après aussi par rapport à l'emploi, à sa reprise et surtout aussi pour vous, employeur, parce que voilà. On pourrait le concevoir de la même façon avec le médecin conseil. Alors, c'est vrai que pour un employeur, quand vous alertez, quand vous faites un signalement à la CPM ou à l'échelon médical, c'est plus dans un but de contrôle, mais ça pourrait être aussi dans un but d'accompagnement. Nous, on a une petite partie de contrôle et une grosse partie d'accompagnement. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir se dégager de l'arrêt de travail assez rapidement et trouver des solutions au maintien en emploi. D'accord, merci. Et ensuite, une dernière question, je ne vais pas mobiliser, mais vous avez dit donc que la CRPE, ça concernait les travailleurs handicapés suite à un avis d'inaptitude.
Or, juridiquement, c'est vrai que si on propose donc cette CRPE, il vient travailler dans l'entreprise, on est d'accord? Oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, il faut bien qu'il ait une visite, qu'il soit apte à reprendre, qu'on ait une fiche Et d'activité. c'est pendant la visite c'est d'où l'intérêt de ces visites de pré-reprise. Donc, en fait, Oui. pendant les visites de pré-reprise, le médecin du travail va, à un moment donné, au vu des restrictions médicales et du parcours de soins, etc., estimer que les restrictions sont telles qu'il ne pourra pas reprendre son poste. Donc, vous êtes informé à ce moment-là, on se rapproche de l'entreprise, toujours avec l'accord du salarié, bien évidemment. Voilà, donc c'est pas une inaptitude posée légalement comme on peut l'avoir à la reprise, c'est pendant la pré-reprise. D'accord. Le médecin vous informe que le salarié sera très certainement inapte à la reprise et que donc on peut mettre des choses en place. D'accord, je comprends mieux. Ok, merci. Ouais. Moi, je voudrais revenir, s'il vous plaît, au temps partiel thérapeutique. Donc, il y a un accord du médecin conseil qui intervient dans quel délai? Alors, on est interrogé systématiquement sur tous les temps partiels thérapeutiques. D'accord. Donc, la CPM va donner son accord administratif systématiquement, mais en parallèle, interroge l'échelon médical systématiquement sur le temps partiel thérapeutique. Donc, ça peut être des temps partiels qui sont renouvelés tous les mois. On peut avoir des temps partiels qui sont mis sur une durée plus longue d'emblée, par exemple 3 mois. Grosso modo, un temps partiel thérapeutique, c'est un temps partiel qui est fait pour voir si vous pouvez reprendre à temps plein. Donc, normalement, c'est quelque chose qui, dans notre esprit, devrait durer 1 à 3 mois, de façon à pouvoir tester une reprise éventuelle à temps plein. Si au bout de 3 mois, la personne est toujours renouvelée en temps partiel thérapeutique, elle va être convoquée systématiquement par le médecin conseil, qui va soit décider d'une reprise à temps plein avec l'accord du médecin du travail, soit ça peut déboucher sur une invalidité de catégorie 1 si la pathologie empêche complètement la personne de travailler. Cette catégorie 1 peut être mise en place pour 1 ou 2 ans, par exemple, pour donner un peu plus de temps aux salariés de tester ces possibilités de reprise. D'accord. Ok, merci. J'avais une autre question concernant le retour à l'emploi, la prévention de l'insertion professionnelle, dont le retour à l'emploi. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, juste dans le cadre de ces essais encadrés, est-ce qu'il y a comment dirais-je, un pool d'entreprises qui participeraient, par exemple, à ces essais ou à ces retours à l'emploi en tout cas? Ou est-ce que c'est le salarié qui cherche ou l'entreprise qui cherche en interne? Alors, l'essai encadré, nous, dans le 65 jusqu'à présent, je dirais, il a été quasiment toujours effectué dans l'entreprise du salarié. C'est-à-dire qu'après un arrêt long, on se posait des questions pour savoir comment allait se passer la reprise, est-ce qu'il était capable de reprendre. Voilà, donc ça s'est toujours fait dans l'entreprise du salarié. Après, effectivement, quand ça doit se faire dans une autre entreprise, c'est plus quand on travaille avec le salarié sur la réorientation professionnelle, sur un nouveau projet professionnel qui a besoin de valider. Mais effectivement, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, moi, j'en ai eu 2 sur tous les essais encadrés qui se sont réalisés vraiment dans une autre entreprise que dans celle du salarié initial. Et c'est souvent le salarié ou les partenaires qui accompagnent le salarié dans la reconversion qui l'aident à trouver une entreprise d'accueil si ce n'est pas dans la même entreprise. Par contre, peut-être ce que tu peux dire, Nathalie, c'est si c'est positif derrière. Derrière les essais encadrés ou les CRPE, est-ce qu'il y a justement le fait de… Oui, voilà, souvent,
Tout à fait. Ben alors, quand c'est dans Tu peux leur donner des exemples, voilà, voilà, soit encore plus concrets. Un exemple plus concret. Pour répondre à votre question là, alors là, j'en ai un qui doit se mettre en place pour une personne qui est inapte à son poste de... Elle est dans une entreprise d'accueil, enfin, elle fait de l'accueil, etc. Enfin, bon, voilà, pour des raisons diverses et variées, elle ne peut pas reprendre. Ça, et elle souhaite, pour un essai encadré, on est en train de travailler, elle travaille avec le service social aussi, un projet de reconversion sur de la taxi. Et donc, elle va effectuer, elle a trouvé la personne a trouvé une entreprise d'accueil, elle va effectuer une semaine d'essai encadré pour s'assurer qu'elle a les capacités à tenir le poste avant de valider le projet. Donc ça, c'est une entreprise extérieure. Un autre exemple d'essai encadré. Ben là, actuellement, voilà, j'ai une dame qui, après une pathologie très lourde et plus de 2 ans d'arrêt, est en train de faire, parce qu'elle y est en ce moment, un essai encadré sur la reprise de son poste. Mais on se posait des questions sur sa capacité à tenir le poste, à reprendre, à effectuer certaines tâches, etc. Donc, avec l'avis de tous les médecins et de l'employeur, elle se teste pendant 15 jours sur son poste et sur différentes tâches pour voir si effectivement elle sera en capacité ou pas de reprendre, pour nous laisser le temps d'aménager le poste si besoin avant la reprise à temps partiel thérapeutique. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vous dit Mme Nathalie Roumy, c'est qu'en fait, il y a aussi, il faut savoir, des aides de la CARSAT qui sont données aussi aux employeurs normalement pour l'aménagement des postes. Oui. Alors, là aussi, voilà, donc il y a une participation de la CARSAT, puisqu'il faudrait que l'inspecteur, voilà, vous pouvez faire appel. Il faut aller sur le service prévention de la CARSAT, effectivement. Il y a des aides financières. Il y a des aides financières possibles, mais qui sont variables en fonction des secteurs d'activité, des départements, régions, etc., puisque c'est en fonction des bassins de l'emploi. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, il y a aussi des aides via Cap Emploi, puisque souvent, quand une personne a des restrictions médicales, elle peut relever de l'obligation d'emploi, alors soit parce qu'elle aura une pension d'invalidité ou suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais également on peut l'accompagner pour qu'elle fasse sa demande de reconnaissance travailleur handicapé du fait d'avoir des problématiques santé au travail. Et de ce fait, ça peut ouvrir aussi des aides de l'AGFIP ou d'autres, ou du FIP si c'est le public, ou de l'OETH ou autre, pour accompagner aussi les employeurs, effectivement, sur l'aménagement des postes de travail. Oui, mais là, on a un accord, donc on n'est pas… Voilà, tout à fait. Donc, on est autonome. Pour ça, voilà, mais chaque entreprise a ses spécificités en fonction du secteur d'activité, etc. Mais c'est bien de le savoir quand même, parce qu'on arrive malgré un accord d'entreprise, on arrive quand même à travailler avec Cap Emploi, notamment sur les aménagements de postes, notamment pour le pôle d'ergonome. Tout à fait. Le fait d'avoir un accord d'entreprise n'empêche pas l'intervention des Cap Emploi pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ou en termes de conseil entreprise. Simplement, la différence, elle va se faire sur les financements après, derrière, de matériel ou d'adaptation. Tout à fait. Excusez-moi, juste la DMR à nouveau. Sur le mi-temps thérapeutique, juste, tout à l'heure, vous disiez que donc, le médecin du travail et le médecin conseil allaient se concerter après 3 mois de mi-temps. De manière concrète, même après ce délai de 3 mois, le mi-temps peut perdurer si vous jugez ça utile, et ce jusqu'à. Si on est sur des pathologies complexes, on peut avoir effectivement des temps partiels thérapeutiques qui vont perdurer au-delà d'1 an. Après, si on arrive à forclusion avec ce temps partiel thérapeutique qui a perduré, par exemple, s'il y a eu 2 ans d'arrêt de travail, suivi d'1 an de temps partiel thérapeutique, donc toujours un arrêt de travail, on va arriver à ces fameux 3 ans de forclusion et donc de fin de droit aux IJ. Sauf que si vous êtes au bout de 3 ans en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, vous ouvrez une 4e année de droit à temps partiel thérapeutique. Donc, on peut imaginer qu'effectivement,
un temps partiel thérapeutique puisse durer plusieurs années. Après, ça doit rester très, très, très exceptionnel. Donc, nous, on statue auparavant sur l'invalidité de catégorie 1. Après, il peut y avoir des rebondissements dans certains cancers, dans certaines leucémies. On peut avoir des complications, on peut avoir des rebondissements et on peut avoir des nouveaux arrêts de travail, des reprises à temps partiel thérapeutique, un nouvel arrêt de travail à temps plein, etc., etc. Ce qui peut expliquer qu'on ait des arrêts de travail à temps partiel thérapeutique qui perdurent. Mais ça reste très exceptionnel. Bon, donc je m'inquiète. Pardon, je ne m'inquiète pas si j'ai des mi-temps qui perdurent sans avoir eu forcément de votre part un retour. Voilà, ça peut être tout à fait normal. Tout à fait normal. D'accord. Bien qu'exceptionnel. Oui, on vous écoute, M. Conrad. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? On va mettre fin donc alors à ce webinaire. J'espère que mais il vous a apporté plein de réponses. Il a été riche et qu'il vous a apporté plein de réponses, peut-être à différentes questions que vous posiez. On vous l'enverra, hein, de toute façon, on vous l'enverra par mail. Juste Christine, pardon, parce que je vois que sur les adresses là, donc juste pour information, puisqu'apparemment j'ai cru comprendre qu'il y avait des entreprises hors 65 également. Pour tout ce qui concerne les questions au niveau de Cap Emploi, sachez que vous avez un Cap Emploi par département et que vous pouvez retrouver leurs coordonnées très facilement pour les joindre, puisque voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse pour joindre. Parce qu'on a mis la page du 65, voilà. Voilà, mais voilà, sachez qu'il y a des Cap Emploi, un Cap Emploi par département et que vous pouvez vous rapprocher d'eux dès que vous avez des questions. Il y a des communes dans chaque département, donc je plaisante. Et donc, vous avez un sondage qui vous est proposé pour savoir si vous pouviez y répondre, ça nous aiderait. C'est vite fait, en plus, c'est succinct pour savoir si ça vous a convenu ou pas, si on doit en faire d'autres. De toute façon, il y en aura d'autres, hein, sur d'autres sujets, peut-être faits par d'autres caisses, parce que c'est la volonté de faire des webinaires au niveau vis-à-vis des employeurs en regroupant webinaire région Occitanie. Voilà, puisqu'on a déjà fait, nous, le congé paternité au niveau de toute la région Occitanie, ça a été fait par la Caisse de Tarbes et la Caisse de Toulouse avait fait les attestations rectificatives. Mais je pense qu'on en fera d'autres, puisque bon, on en a discuté dans le groupe réseau événementiel dont je fais partie. Et on va voir si on ne peut pas maintenant peut-être faire les rejets de la DSN, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus technique, plus sur la technique, disons. Voilà. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Belle journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.